L'agriculture pour demain en France et dans le monde, c'est notre grand angle. La France célèbre ses agriculteurs, ses pêcheurs. Ça va durer une semaine avec donc l'inauguration du Salon de l'agriculture. Il a ouvert ses portes ce matin à Paris. Inauguration par Emmanuel Macron. Le président français s'est lancé dans un marathon. Alors il rencontre les éleveurs, les pêcheurs. Il défend une souveraineté alimentaire. Alors bien sûr, il a admiré l'égérie de cette édition 2023. Ovalie, une magnifique vache Salers. Une édition qui se passe dans un contexte très particulier. Alors nous serons en direct de ce salon avec Laurence Marandola. Vous vous dites paysanne. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Merci d'être avec nous. Et sur ce plateau, deux agriculteurs, deux approches différentes du métier. Luc Smessart, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-président de la FNSEA, agriculture conventionnelle, on peut dire ça? C'est ça. Voilà, polyculture, élevage, les viandes. Et avec vous, Mathieu Courgeot, co-président du collectif Nourrir. Vous défendez une filière bio qui est en difficulté aujourd'hui. On va y revenir. Alors, au-delà de vos approches différentes du métier, est-ce que vous avez l'impression que c'est un monde qui disparaît, en tout cas qui vieillit? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, clairement, ça nous inquiète. On avait plusieurs millions d'agriculteurs il y a quelques années. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 500 000. Dans les 10 ans à venir, il y a la moitié des agriculteurs, donc 250 000 agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et donc, on a un vrai mur devant nous, le mur du manque de paysans. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, ça se fera pas sans paysans, en fait. On nourrira pas les gens sans paysans. Donc, c'est essentiel qu'on relève ce défi. Emmanuel Macron s'était engagé à mettre en place une loi d'orientation agricole pour relever ce défi du renouvellement des générations d'agriculteurs. Là, les concertations ont commencé, donc on a un certain nombre de propositions, nous, le collectif Nourrir, pour justement installer 1 million de paysans d'ici à 2050, et on espère que ces propositions vont être entendues. Voilà, 1 million de paysans, d'agriculteurs, vous y croyez, Luc Smessart? Alors en tout cas, on a la chance, c'est qu'on a l'une des plus belles agricultures au monde, diverses, variées, avec tous les différents modes de production. Mais on a ce choc générationnel qui est à venir. On a 160 000 agriculteurs qui vont quitter le métier d'ici 10 ans. On a perdu des agriculteurs depuis ces dernières années. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut absolument des femmes et des hommes pour faire ce beau métier, nourrir les gens. Parce que c'est paradoxal, vous revenez du salon de l'agriculture, vous me dites qu'il y a énormément de monde, mais quand même, un départ à la retraite d'agriculteur sur deux ne sera pas remplacé en 2030, donc il y a une urgence. Il y a une urgence pour le métier d'agriculteur, mais l'ensemble des métiers de l'agriculture. Il faut absolument qu'on arrive à trouver des métiers qui attirent. On a lancé un slogan « Ma nature, mon futur, l'agriculture ». Il faut que ce soit des métiers qui soient viables, vivables, et c'est ça qui est important. Oui, c'est pas encore assez rentable, c'est ça le problème pour les agriculteurs aujourd'hui. Et puis, ça paraît aussi comme un métier qui est souvent en crise. Et je crois qu'on a aussi à montrer tout ce qui va bien. Et puis surtout, c'est qu'on doit rassurer aussi, nourrir les Français ou la souveraineté alimentaire en France, en Europe, mais dans le monde, c'est essentiel. Avec la santé, je pense que c'est des objectifs stratégiques. Alors, Laurence Marandola, il y a peu de femmes, enfin, il y a des femmes, mais il y en a beaucoup moins que des hommes dans ce métier. Vous vous dites paysanne, pourquoi ? Alors moi, je suis installée du coup en haute montagne en Ariège depuis une bonne quinzaine d'années. C'est un vrai choix de vie. J'avais une autre activité professionnelle précédemment liée à l'agriculture, et c'est un vrai choix, de relever un défi aussi de s'installer dans une ferme où il y avait tout à faire en fait, en haute montagne, un peu en friche. Et voilà, l'idée c'était de se relever les manches, de relever ce défi et de pouvoir montrer qu'on puisse vivre à plusieurs. On est aujourd'hui 3 actifs sur ma ferme, à pouvoir vivre de notre travail. Voilà, c'est un défi qui a été relevé, non sans beaucoup d'efforts. Il y a d'autres personnes autour de moi et ailleurs en France qui relèvent ce défi. Est-ce que vous êtes inquiète aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'il y a le conflit en Ukraine, il y a l'inflation, c'est de plus en plus compliqué ou pas? Alors, c'est de plus en plus compliqué généralement, évidemment. Sur ma ferme en particulier, on a 3 productions différentes. Un petit peu d'élevage, un peu d'arboriculture, des pommes, des plantes aromatiques et médicinales. Et on sait justement, on était très intéressés par cette diversité, mais c'est une façon d'être plus résilient, de faire face aux aléas climatiques. On utilise peu d'intrants parce que c'est peu mécanisé en montagne. Du coup, on a un petit peu une ferme qui passe mieux que d'autres, qui peut passer mieux que d'autres des difficultés et climatiques et énergétiques, mais globalement, en pensant à l'ensemble de mes collègues, évidemment c'est des moments difficiles et voilà, un exemple comme ma ferme, ça demande de l'énergie, ça demande surtout d'être accompagné par des politiques qui permettent l'émergence et d'appuyer ces fermes dans la durée. Et c'est pas toujours le cas. Si ça avait été le cas,
depuis des décennies, on n'aurait pas perdu autant de paysans. Alors les politiques, justement, Emmanuel Macron est au Salon de l'Agriculture, vous l'avez peut-être vu passer, il parle de souveraineté alimentaire. Il y a aussi ce problème de l'eau, il est revenu, hein, c'est un problème, c'est un record, 32 jours sans pluie, c'est compliqué, on va voir ces images de la Loire asséchée. C'est vrai que c'est un vrai souci, j'imagine, pour vous, vous tous, hein, vous trois qui êtes agriculteurs. On va écouter Emmanuel Macron sur ce sujet. Sur la sécheresse, on va se doter d'une planification en la matière. On a, ces derniers jours, transmis au Conseil d'État un décret pour mieux réutiliser les eaux usées. On doit mieux utiliser nos eaux, avoir moins de fuites, préserver justement les choses. On doit mettre en place des structures partout sur le territoire pour permettre ces rétentions collinaires, permettre aux agriculteurs de fonctionner. Et la nation a besoin de faire sur l'eau, comme on l'a fait sur l'énergie, une forme de plan de sobriété. C'est-à-dire qu'on doit tous, nous citoyens, industriels, services, collectivités locales, agriculteurs, faire attention à cette ressource qui devient rare. C'est ce que je disais en fin d'été, c'est la fin de l'abondance. Et donc il faut qu'on aille vers des comportements de sobriété dans nos pratiques. À la fin de l'abondance, sobriété, ce sont des mots qui sont très employés en ce moment. Est-ce qu'il a répondu à vos inquiétudes? Je commence avec vous, Mathieu Courgeot. C'est vrai que sur l'eau, on a quand même un sacré problème, hein. Si je donne l'exemple de ma ferme, moi cet été, j'ai dû acheter du foin puisque c'était la sécheresse. Je n'avais plus assez de fourrage pour nourrir les animaux. J'ai dû vendre quelques vaches pour pouvoir laisser de la nourriture pour nourrir les autres, justement. Donc on est confronté à ça et on va l'être de plus en plus dans les années à venir avec le changement climatique. Donc l'urgence numéro 1, c'est aussi de traiter au maximum ces changements climatiques et donc de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a une responsabilité de l'agriculture qui émet 20% des gaz à effet de serre. L'agriculture doit faire plus et doit faire sa part aussi pour diminuer les gaz à effet de serre. Et sur l'eau, plus précisément, en fait, il y a plusieurs choses à faire. Il faut réadapter les systèmes. On doit accompagner beaucoup plus des systèmes qui stockent l'eau dans la terre, en fait, hein. Et ça passe par des pratiques, par exemple, allonger les rotations. Donc arrêter d'avoir des rotations qui sont très simples, colza blé orge, par exemple, et allonger, faire 7 ou 8 cultures. Ça s'appelle de l'agroécologie, ça s'appelle. Et la deuxième chose, c'est que oui, il y aura besoin d'irrigation, mais qu'en fait, il va falloir quand même prioriser l'utilisation de l'eau. Il va falloir la prioriser sur les cultures à destination humaine, les fruits et légumes par exemple, et de faire une gestion très fine par territoire pour voir si on peut irriguer quelque chose. Donc, partageons, priorisons et surtout adaptons. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition, Luc Smessart, pardon? C'est pas grave. Oui. L'eau, c'est la vie. On ne peut pas faire d'agriculture sans eau. Donc aujourd'hui, on est très inquiet face à ce changement climatique, hein. Des sécheresses d'été, on était habitués. Maintenant, des sécheresses hivernales, ça devient quand même quelque chose qui est grave. Et donc, il est urgent d'agir. Alors, mais agir comment? Parce que c'est vrai qu'on parlait de ces retenues d'eau, ça a fait beaucoup débat. Et c'est dommage parce que c'est même devenu clivant, alors que je pense qu'aujourd'hui, on a 5% du territoire qui est arrosé, donc qui est irrigué. Donc c'est quand même peu en France. Je pense qu'on peut faire mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs, notamment, tu l'as dit, c'est qu'on a majoritairement des éleveurs qui veulent aussi assurer leur autonomie. Moi, le premier, si je peux demain produire mon fourrage, ça m'évitera d'en acheter quand le marché est cher. Alors, il y a aussi des techniques aujourd'hui qui permettent, pour ceux qui ont la chance d'arroser le goutte à goutte, plutôt arroser la nuit. Mais vous avez raison, c'est aussi trouver des solutions en termes de rotation. Sur la ferme, moi, j'ai 7 cultures. Et donc, la rotation, la technique de non-labour, par exemple. Donc, c'est des facteurs de production qui permettent, avec de la bonne génétique, trouver les bonnes variétés adaptées à ce changement climatique. Il faut se spécialiser de plus en plus. Non, il ne faut surtout pas se spécialiser, parce qu'à un moment donné, la France avait poussé justement la spécialisation. Aujourd'hui, c'est justement la diversité, le système, par exemple, polyculture-élevage, a toutes ces raisons, encore plus demain. Et on peut aussi stocker du carbone, aussi bien dans les prairies, 14 millions d'hectares en France, voire même dans les terres. Et là, on sera capable de refroidir la planète et donc finalement être aussi une solution face à ce dérèglement climatique. Alors, il y a une question qui se pose entre la production, puisqu'il faut une souveraineté alimentaire, il faut aussi produire pour nourrir, et en même temps, il faut prendre en compte la transition écologique. Comment vous, Laurence Marandola, vous avez une petite structure, c'est plus simple pour vous? Oui, probablement c'est plus simple, c'est une relativement petite structure et le choix pour nous principal a été d'investir dans les hommes et dans les femmes. Je vous le disais, on est 3 actifs sur une petite ferme, ça a été ça notre choix et pour davantage de résilience. Alors je dis pas que c'est simple, moi aussi sur ma ferme, sur les plantes aromatiques, j'ai pas pu faire de semis, de plantation d'automne et on espère qu'il va pleuvoir pour pouvoir travailler assez sereinement ce printemps.
En revanche, je suis très lucide. Moi, j'ai pratiquement pas de possibilité d'irrigation, même si, parce que je suis en montagne. Et l'irrigation, elle ne sauvera pas l'agriculture française, puisqu'aujourd'hui, seulement 6% de la surface agricole française est irriguée. On pourra peut-être faire un petit peu mieux, mais on sait qu'on a moins d'eau. Donc, il faudra faire peut-être mieux avec beaucoup moins d'eau. On connaît l'état des nappes phréatiques. Et surtout, il faut la prioriser et la partager. Pour moi, les priorités, l'eau qui sera destinée à l'agriculture, elle est en 1 pour abreuver nos troupeaux et en 2 pour les cultures essentielles. Pour notre souveraineté alimentaire, ça va être pour alimenter nos voisins ou les villes voisines. Alors principalement le maraîchage, les fruits et légumes, ce genre de choses. L'eau, elle doit être destinée en priorité Donc, pour ces cultures-là, pas pour des cultures dites. d'exportation. Ça, c'est pas de la souveraineté alimentaire. Voilà, donc prioriser la souveraineté alimentaire, vous nous avez donné votre point de vue. Le bio est en grande difficulté. Là, je pense que ça inquiète aussi bien la FNSEA que les autres syndicats. Est-ce que ça vous inquiète aussi? Comment faire pour avoir une agriculture qui est responsable, soucieuse de la transition? Moi, je suis producteur laitier bio et effectivement, là, en ce moment, depuis 1 an, les consommateurs consomment un petit peu moins de produits issus de l'agriculture biologique après 20 ans de croissance ininterrompue. Donc voilà, on est face à une difficulté, clairement, ce qui met un certain nombre de producteurs en grande difficulté financière. Donc là, l'urgence, c'est de les accompagner au mieux, donc de faire un plan d'aide. On a eu un plan d'aide pour les betteraviers, on a eu un plan d'aide pour les viticulteurs, on a eu un plan d'aide pour des producteurs de porc, et donc il faut absolument qu'il y ait un plan d'aide pour les producteurs bio. Donc ça, c'est la première chose. Mais ensuite, je crois qu'il faut vraiment que le gouvernement, que les politiques accompagnent l'agriculture biologique à se développer conformément aux objectifs européens qui sont à 18%. Parce que l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui coche toutes les cases. C'est une agriculture qui coche les cases de la protection de l'environnement, du climat, de la biodiversité, mais aussi des paysans heureux. Et donc voilà, on a cette agriculture qui coche toutes les cases, donc il faut absolument l'encourager plus forcément. Alors ça coûte plus cher, ça dépend, parce que ce qu'on paye au supermarché, c'est pas forcément le prix qu'on a globalement. Il faut regarder aussi le coût des pesticides dans l'eau, par exemple, le coût des engrais chimiques avec le climat. Donc il faut regarder les choses globalement et pas seulement dans le portefeuille du consommateur. Alors les engrais chimiques, Luc Smithart, on va revenir sur ce que disait la présidente de votre syndicat, moins de contraintes environnementales. Est-ce que c'est possible alors que justement on nous dit qu'il faut privilégier la transition écologique? Ce que dit surtout Christiane Lambert, c'est qu'on a besoin de visibilité. Aujourd'hui, il y a une vraie faute du politique sur l'agriculture biologique. On ne peut pas accompagner notamment des jeunes aujourd'hui. On ne leur donne pas les outils, la visibilité à moyen long terme. Quand on l'emprunte pour plusieurs années. Donc c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de facteurs de production. Et c'est pas antinomique d'environnement. L'agriculteur peut faire de la production et respecter l'environnement. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, quand on peut alimenter comme moi, fertiliser avec l'élevage, c'est mieux. Mais on a aussi besoin d'alimentation pour nourrir au mieux nos céréales, nos cultures. Et je pense que c'est ça. On peut trouver aussi des liens entre le monde de l'élevage et le monde végétal. Et je pense que c'est ces éléments-là. Et je pense qu'aujourd'hui, ne pas avoir de solution ou alors avoir des solutions complètement différentes entre ce qu'on nous impose en France et les distorsions de concurrence qu'on a au sein de l'Europe, voire avec les autres pays du monde, là, c'est pas possible. On doit jouer avec les mêmes règles du jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit accompagner les agriculteurs et arrêter d'être clivants. Je pense que c'est ce qu'on a montré sur ce plateau, c'est que je pense que l'ensemble des agricultures françaises, elles sont variées, diverses. Et ce qu'on a surtout besoin d'avoir des politiques qui accompagnent, mais qui passent pas le en même temps, c'est-à-dire nous interdisent certaines choses qu'on va importer avec des normes qu'on nous interdit chez nous. Laurence Marandola, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Moi, je pense qu'il est possible d'avoir un secteur d'agriculture biologique qui est attendu par la société. On sait faire. Aujourd'hui, c'est 10% de la surface française. On doit progresser par rapport à des objectifs et donc soutenir aujourd'hui l'agriculture biologique qui est en difficulté et d'autre part faire des efforts conséquents pour que l'ensemble de l'agriculture puisse réellement progresser. Et on n'a aucun souci pour nourrir le monde avec une agriculture plus performante au niveau environnemental. C'est ce qu'on montre sur beaucoup de fermes. Alors ça peut sembler un peu des alternatives quelque part. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça se massifie et que les politiques puissent soutenir un maximum de fermes qui sont dans ces démarches et d'agriculture biologique et
du Merci. mieux d'aller de l'avant au niveau environnemental et social. Voilà, merci Laurence Marandola. Et on a bien compris que vous comptez tous les trois sur un soutien politique fort dans les semaines et les années à venir. Oser l'agriculture. Oser l'agriculture, voilà, le message est lancé. Merci à vous d'avoir participé à ce grand angle.